Merci Madame, Monsieur et bienvenue dans Instant Santé, un nouveau numéro pour davantage vous expliquer les termes techniques. Oui, parce que la santé a son langage. Par ces temps de crise sanitaire mondiale, il faut davantage se rapprocher de l'information. Vous l'avez compris, c'est à partir donc de celle-ci émanant des spécialistes que nous pourrons ensemble comprendre tous ces termes techniques qui ne font pas partie de notre répertoire quotidien. Et c'est dans cette optique que nous, sur Gabon 24, avons construit Info Santé. Donc, durant 26 minutes, les spécialistes viennent expliquer chaque terme. Aujourd'hui, grâce à notre invité, le docteur Richard Mbumba Ngimbi, nous allons comprendre ce que signifie la surveillance épidémiologique, mais bien plus encore, quel est l'apport de l'OMS dans la surveillance épidémiologique, dans la riposte contre la Covid-19. Docteur, merci d'être avec nous. Merci, madame. Voilà, première chose à faire, c'est déjà poser les bases de notre échange. Qu'est-ce que la surveillance épidémiologique? Merci beaucoup, madame la journaliste. La surveillance épidémiologique est une fonction essentielle au niveau d'un système de santé. En fait, elle consiste à collecter l'information d'une manière systématique et d'une manière continue pour faire des analyses. Et ces analyses-là vont permettre aux autorités de pouvoir prendre les décisions qu'il faut, au moment qu'il faut, et en ayant la bonne information pour prendre une décision. Parce que si vous n'avez pas une bonne information, vous allez prendre une décision qui est basée sur les choses non réelles. Et il y a une suite qui ne sera pas Mais quelle information? De quelle information parle-t-on? En fait, c'est l'information sanitaire. Par exemple, pour le moment, on doit savoir combien de cas il y a. En parlant de la Covid, oui. Combien de cas Covid nous avons au Gabon? Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que c'est à Libreville? Est-ce qu'il y a Abitam? Comment se fait la propagation? Combien de contacts? Donc tout ça, l'autorité doit savoir pour dire, écoutez, bon, il y avait des cas par exemple au Gabon, maintenant qu'il y en a à Lambaréné, il y a à Abitam, qu'est-ce que l'on doit faire? Donc la cellule surveillance est là pour avoir toutes ces données et les couler sous forme intelligible pour l'homme politique, pour celui qui décide, afin qu'il puisse prendre la décision en ayant des bases factuelles justes et vérifiables. D'accord. Docteur, c'est très important ce que vous dites, mais à qui elle incombe justement cette surveillance épidémiologique? En fait, comme j'ai dit, c'est l'une des fonctions du système de santé. C'est le système de santé du Gabon qui doit faire ce travail-là. Très bien. Et ce travail-là, normalement, c'est fait même avant l'épidémie. Maintenant, nous sommes en cours d'épidémie, nous sommes dans la phase active. Mais même après, nous serons obligés, ou le système de santé gabonais sera obligé de pouvoir surveiller, même s'il y a 0 cas. Pour dire, au courant de cette semaine, il y a 0 cas, il y a 0 décès. Donc, la surveillance épidémiologique commence comme cette épidémie ou la pandémie qui vient de commencer. Nous avons commencé avec le premier cas, mais nous allons continuer même quand l'épidémie va se terminer et même après. Continuer. Donc c'est pourquoi j'ai dit c'est continu. C'est continu, on l'a compris. Mais comment elle est concrètement organisée, puisqu'on parle d'une surveillance qui doit être faite par les autorités gabonaises? Comment elle est concrètement organisée? Quel est votre apport dans cette organisation, justement? Merci beaucoup, madame. Donc, il y a deux choses. Je vais d'abord dire comment elle est organisée, ensuite l'apport de l'OMS. Alors, ici, nous avons au niveau de la cellule surveillance, la commission surveillance épidémiologique, nous avons pratiquement 5 cellules qui travaillent là-dedans. La première cellule, c'est la cellule alerte. Ça veut dire qu'il y a des gens qui nous contactent pour dire, par exemple, aujourd'hui, pour cette pandémie, que non, j'ai la fièvre, j'ai la toux. Ils contactent directement l'OMS et pas le 14-10. Non, ils contactent 14-10. Si j'ai dit, je parle là de la cellule surveillance. D'accord, parce que vous en faites partie. Voilà, parce que j'en fais partie. D'accord. Je suis expert de l'OMS là-dedans. D'accord. Donc, ils contactent 14-10 ou 13 ou 14-13 ou parfois d'une manière directe, les personnes qui travaillent au niveau de la cellule pour dire, écoutez, je souffre d'une fièvre, j'ai fait la toux, j'ai tel problème qui concerne cette pandémie que nous sommes en train de suivre. Alors, en ce moment-là, dès que cette alerte vient, nous avons une cellule, des personnes qui ont été formées, qui sont chargées de pouvoir recevoir cette information et analyser rapidement est-ce qu'elle est valable ou pas. Ça, c'est la première cellule alerte. Dès qu'on trouve que les signes que la personne a donnés sont susceptibles de ressembler ou ressemblent à la COVID actuellement, ce dossier quitte la cellule alerte, va au niveau de la deuxième cellule que nous appelons la cellule investigation. Et la cellule investigation, il y a au moins 10 équipes des 2-2 qui vont poursuivre la conversation avec le monsieur pour le localiser et descendre à la maison, aller investiguer, c'est-à-dire rechercher les signes de la maladie auprès de la personne pour être sûr que ce qu'il a dit au téléphone, c'est cela. Et dès qu'on trouve que la personne a tous les signes que la COVID doit avoir, en ce moment-là,
nous appelons les collègues de laboratoire pour faire le prélèvement. D'accord. Et si, par malheur, ou je ne sais pas moi, il arrive que le monsieur est effectivement malade, positif, alors en ce moment-là, la cellule investigation s'arrête, mais nous avons une autre cellule, la cellule de suivi des contacts, qui prend le dossier en charge pour essayer d'identifier tous ceux qui ont été en contact avec ce patient Covid. D'accord. Et ils vont remonter soit au niveau de la maison, au niveau de travail, au niveau de moyens de transport, au niveau de l'hôpital, pour avoir l'information sur tous les contacts susceptibles d'avoir été en contact avec ces messieurs-là. Et tout ça prend le temps que ça prend. Hein. Mais bien sûr, vous voyez que vous appelez aujourd'hui au niveau du téléphone, il ne répond pas, vous appelez demain. Donc c'est un travail qu'il faut suivre. Nous faisons même 2 ou 3 jours. D'accord. Ou 4 même parce que nous suivons, parfois. Oui, nous suivons le contact pendant 14 jours. Si un contact que nous rattrapons au 10e jour, nous prenons quand même la charge de pouvoir aller vers lui. Très bien. Et dès que la cellule de contact a fini, nous avons maintenant toutes ces données-là doivent être gérées par une cellule parce que vous n'avez pas le temps de bien impulser la fiche. Il y a toute une cellule qui siège pour faire introduire ces données au niveau informatique afin que nous ayons une information standardisée. Et l'autre partie de la surveillance épidémiologique, c'est celle qui s'est faite au niveau de points d'entrée, au niveau de l'aéroport, au niveau de ports, au niveau de frontières, pour voir tout ce qui entre, est-ce qu'il n'y a pas de personnes susceptibles de présenter des signes. OK, donc ils nous informent. Et la dernière cellule, c'est celle qui fait des rapports chaque jour. Nous devons faire l'apport à l'autorité avec tout ce que nous avons reçu comme information, trier et donner ce qui est essentiel à l'autorité pour que l'autorité soit avisée dans... Quelle autorité? Vous parlez de qui? C'est l'autorité sanitaire. D'accord. L'autorité sanitaire. Le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé ici. D'accord. Avec qui vous collaborez. Mais comment l'OMS participe justement à cette surveillance épidémiologique? Merci beaucoup. D'abord, l'OMS participe à cela. L'OMS a des recommandations qu'elle a déjà programmée, qu'elle a déjà élaborée, qu'elle fournit au pays. D'accord. Donc, par exemple, qui est appelé suspect, qui est appelé contact et comment est-ce qu'il faut suivre. Et il y a des documents, n'est-ce pas, des canevas que les pays peuvent contextualiser, mais les documents base viennent déjà de l'OMS. D'accord. Et ensuite, nous avons des personnels comme moi, je suis là pour travailler à temps plein avec les collègues au niveau de la cellule surveillance. Donc, nous travaillons avec eux pour faire ce travail-là. Donc, l'OMS, non seulement il donne les normes, mais également il peut appuyer en personnel et en renforcement des capacités. Et c'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe ici au niveau de Gabon. Donc, on travaille en symbiose avec les collègues au niveau de la cellule. C'est pourquoi vous faites partie de toutes ces commissions mises en place justement dans le plan de riposte. Moi, je suis celui qui est au niveau de la cellule surveillance. Je travaille avec le colonel Sipamio, avec le Dr Alain Bongo, avec les autres Dr Stridis Manginga. Et nous travaillons, nous sommes tous dans la commission de surveillance, chacun bien sûr avec son petit morceau. Mais nous, avec le colonel Sipamio et Dr Alain, nous sommes là pour essayer de bien faire des analyses, après avoir toutes ces informations, et d'élaborer les rapports que nous fournissons à la hiérarchie chaque jour. D'accord. Et de ces rapports découlent justement les informations que nous livre le COPIL au quotidien? Bien entendu. Donc, nous avons toutes ces informations que nous remontons à la hiérarchie, et la hiérarchie, c'est elle qui est censée pouvoir communiquer à la population. Et c'est très bien, mais comme je vous ai que vous êtes médecin, j'ai besoin de savoir, les Gabonais ne comprennent pas grand-chose. On entend qu'il y a des cas. Au quotidien, on a des cas, mais c'est quoi un cas asymptomatique? C'est quoi un cas suspect? C'est quoi un cas contact? Faites-nous un peu la différence en toutes ces choses. Merci beaucoup. Donc, d'abord, un cas Covid, nous commençons par là. Oui. C'est celui qui est malade et dont le résultat de laboratoire est positif. D'accord. Donc, quelqu'un qui a été malade, on a fait un prélèvement, on a envoyé au laboratoire et les laboratoires nous donnent le résultat qu'on a retrouvé le virus dans les prélèvements qui avaient été faits. Celui-là, c'est un cas Covid, confirmé. Alors, tous ceux qui ont été en contact avec lui, ça veut dire les gens qui ont été avec lui dans une distance de moins de 1 mètre, les membres de la famille, les membres de famille et qui ont pu causer avec lui pendant au moins 15 minutes, les collègues de travail qui ont travaillé avec lui, ou bien s'il est personnel soignant, s'il a pu être en contact par le soin avec le malade Covid, ou bien c'est lui qui s'est occupé de nettoyer la chambre, par exemple, les brancardiers, tout ça. Ces gens-là, on les appelle contacts. Il y en a qui ont été en contact physique, il y en a qui n'ont pas été en contact physique, mais ils ont travaillé avec les matériels. Les draps, ils ont balayé la chambre, ils ont nettoyé. Donc ces gens-là également, ils feront partie de la liste des contacts. Ça, ce sont les contacts. Alors maintenant, ce contact-là, normalement, il doit être suivi pendant 14 jours. Dès qu'il présente la fièvre, ce contact, dès qu'il présente la fièvre ou la toux, ou bien une symptomatologie quelconque qui s'ajoute, nous l'appelons cas suspect.
Parce qu'en ce moment-là, il était en contact et il développe des signes qui sont apparentés à Covid. Donc, ce monsieur-là, il n'est plus simple contact, mais il devient cas suspect. Et normalement, il faut le mettre quelque part. En quatorzaine. Voilà, en quatorzaine, et puis prélever. Très bien. Pour savoir qu'est-ce qu'il y aura comme suite. OK. Ensuite, asymptomatique. Ah voilà. Le cas, par exemple, il y a pour cette maladie, vous allez voir que quelqu'un, il est malade, mais il n'a aucun signe. Il ne fait pas la fièvre. Comment on peut être malade et ne pas présenter de signes? Comment ça s'explique? Oui, en fait, c'est l'une des caractéristiques de cette maladie. D'accord. Donc, vous pouvez attraper la Covid-19, développer des signes, tous les signes, même d'une manière foudroyante. Mais d'autres personnes, ils peuvent présenter, il est malade, mais il présente des signes modérés, il fait juste la fièvre, juste la petite toux, qui ne dérange pas, le nez qui coule et tout, la fatigue. Mais il y a d'autres, il n'a aucun signe. Et c'est là où il faut vraiment être vigilant, parce que si vous avez été en contact avec quelqu'un qui est malade, même si vous ne développez pas de signes, il faut qu'on puisse vous suivre, parce que vous pouvez être malade sans développer un signe et continuer à transmettre. C'est ce qui est dommage. Tout en ayant... Mais comment savoir que moi, je suis asymptomatique et pas vous, Monsieur Ngimbi? Comment je le sais? Pour le commun des mortels, comment ils sauront? C'est pour cela que nous remontons toujours, nous, au niveau de la cellule de surveillance. Quand vous nous appelez, nous avons dit, nous devons circoncire. Est-ce que vous avez été en contact avec quelqu'un? D'accord. Donc, c'est ça notre point de départ. Très bien. Vous nous dites tous les signes que vous avez et après, à ce stade ici, nous allons vérifier, vous avez été en contact avec qui? Et pour voir si vous avez été en contact avec ce monsieur-là, normalement, dans les 14 jours, si vous ne présentez pas des signes, si vous présentez des signes, par exemple, vous dites que vous êtes un cas suspect et on doit vous faire le test. Et le gouvernement, pour le moment, avec les algorithmes que nous avons, normalement, tous les cas contacts doivent bénéficier d'un test. Même si vous n'avez pas de signes, mais puisque vous avez été en contact d'un monsieur qui est avéré avoir eu la maladie, on vous suit, on vous prélève et on voit. Il y a des gens, vous le prélevez, il n'a aucun signe, mais le laboratoire vous répond que ce monsieur-là, il est malade. Donc, avec cette maladie, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention parce que vous avez été en contact, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de la fièvre ou parce que vous n'avez pas... Voilà, que vous n'êtes pas malade. Non, 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 non. Il faut qu'on puisse vous suivre et qu'on puisse appliquer le protocole tel que l'exige le gouvernement, tel que l'exige... Est-ce qu'à ce jour, monsieur le docteur, vous qui êtes expert de l'OMS, est-ce qu'il y a des difficultés dans le suivi des contacts à ce jour? Bien sûr, nous avons beaucoup de difficultés. Vous avez un cas qui est Covid, vous lui posez par exemple la question, parce que c'est lui qui doit nous dire il est où, il a été avec qui, par exemple, pour retracer. Eh bien, il refuse de coopérer. Ça, c'est la première chose. Ou bien on nous donne le numéro de téléphone qui ne fonctionne pas. Vous appelez, aujourd'hui, il ne répond pas, demain, il ne répond pas. Ou bien la personne répond, mais elle refuse que vous allez chez lui. Elle refuse, que non, 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 je ne veux pas que vous fassiez venir chez moi, l'investigation, je ne veux pas. Mais si cette personne que vous appelez, vous avez la confirmation qu'elle a été en contact avec un malade Covid, quelle est votre réaction? Donc, nous tentons d'abord la persuasion, la négociation, la pédagogie pendant 2 jours. Si nous n'y arrivons pas, eh bien, nous soumettons son cas au niveau des autorités. Les autorités savent, ils ont toutes les prérogatives, n'est-ce pas, pour aller le rechercher. Et bien voilà, parfois, nous avons quelques bonnes situations, ils reviennent à la raison et nous continuons le travail. D'accord. Quelles sont les conditions? Et là, on en parle, pour clôturer, par exemple, le suivi d'un contact, d'un patient qui a été en contact avec un malade Covid. Merci beaucoup. Donc, comme je vous ai dit, tout contact doit être suivi pendant 14 jours. Oui. Et donc, d'une manière formelle, après 14 jours, normalement, on doit vous libérer. Mais en fait, l'une des conditions maintenant, avant de vous libérer, on fait au moins un test. D'accord. Si le test est négatif, alors en ce moment-là, normalement, l'OMS recommande un deuxième test, 24 à 48 heures après le premier. Et si les deux sont négatifs, alors en ce moment-là, vous êtes libéré. Vous êtes libéré. Et vous êtes, voilà, dans votre période de... Vous ne faites plus partie de la liste de ces cas Vous ne faites plus partie de contact et c'est ce qui est bien. Quelle différence faites-vous entre le confinement et l'isolement? Parce que ça aussi, c'est une question qui nous a beaucoup été posée. Quelle est la différence finalement? Merci beaucoup. Je crois que pour faire très simple, donc l'isolement, on commence d'abord par l'isolement. L'isolement, c'est pour les personnes qui sont malades. D'accord. On ne le sait pas. Positives. Voilà, ceux qui sont positifs. Covid positif, on doit vous isoler pour 2 choses. On vous isole, on vous sépare d'autres personnes pour, vous soigner, et puis 2, pour éviter que vous puissiez
contaminer les autres. D'accord. Voilà pourquoi on doit vous isoler. Très bien. Donc vous allez bénéficier des soins et vous n'allez pas contaminer. C'est une bonne chose. Maintenant, le confinement, c'est pour la personne qui n'est pas malade. OK. Le confinement, c'est pour la personne qui n'est pas malade. On le met lui aussi à part pour le surveiller. D'accord, mais qui est une personne qui n'est pas malade, mais qui a tout de même été en contact. Qui est en contact, effectivement. Très bien. Toute personne qui a été en contact. Alors, on les met en confinement, on surveille pendant les 14 jours s'il n'y a pas apparition de signes, parce que s'il y a une apparition de signes, vous devenez cas suspect, il faut qu'on vous prenne en charge rapidement. Et puis, on vous protège pour que vous ne soyez pas contaminé. D'accord. Donc, ce sont les deux choses qui sont bénéfiques pour le confinement. On restreint un peu vos mouvements pour vous surveiller, comment vous allez évoluer, et de l'autre côté, pour éviter que vous soyez contaminé. Très bien. Mais pourquoi on confine certains à domicile et pas à l'hôpital, par exemple? Normalement, dans l'idéal, ça aurait été bien qu'on confine tout le monde dans un site. Oui. Mais vous comprenez que s'il y en a beaucoup, ça sera difficile. Peut-être que la capacité capacité d'accueil puisse contenir tout le monde. Mais parce que tout en étant en contact, vous pouvez basculer d'une manière soudaine, devenir grave dans un cours de lait. Donc voilà pourquoi tout le monde normalement devrait être dans un site. Mais dans certains cas, quelqu'un qui est seul chez lui, qui est coopératif, hein, qui est très bien, on peut peut-être assouplir. Ben voilà. Si vraiment il connaît. Mais il n'est pas dangereux pour ceux qui sont à côté de lui à la maison? C'est pourquoi nous avons dit que notre cellule normalement doit aller voir quelles sont les conditions. Voilà. Est-ce qu'il est seul à la maison? C'est vrai. Est-ce qu'il ne représente pas un danger pour son entourage? D'accord. Donc, il faut le faire. Par exemple, on a vu des mamans qui vivent seules. Il a 2 enfants à la maison. Eh bien, parfois, c'est un peu difficile pour eux de le passer. Mais normalement, le gouvernement a pris toutes les mesures pour que, normalement, tous les contacts soient dans un site pour un bon suivi. Très bien. Et que lorsqu'il y a un signe, qu'on puisse réagir assez tôt, vous amener à l'hôpital. Et c'est là où l'OMS appuie le gouvernement gabonais. L'OMS appuie le gouvernement gabonais pratiquement, je dirais, dans toutes les sections. Très bien. Voilà. Comment justement pensez-vous améliorer cette surveillance-là cette surveillance, comment pensez-vous améliorer votre appui à une surveillance épidémiologique efficace au Gabon? Comment vous pensez l'appuyer, vous, en tant qu'expert de l'OMS? Oui, merci beaucoup. Donc, pour la surveillance de l'OMS, d'abord, l'OMS actualise à tout moment ses normes. Comme c'est une maladie nouvelle, donc il y a des normes qui sont actualisées chaque fois. Donc, à chaque fois que les normes sont actualisées, nous les mettons dans un premier temps au niveau du pays pour que les pays puissent actualiser également les siennes. Deuxièmement, l'OMS participe en apportant ses personnels pour essayer de renforcer l'analyse, mais également l'OMS actuellement, par exemple, il est en train de financer les formations. Très bien. Pour essayer des formations de personnel de santé au niveau de provinces et au niveau de certains hôpitaux. Les provinces du Gabon. Les provinces du Gabon, pour avoir une masse critique des gens capables de faire de la surveillance, déjà dans les structures hospitalières et les cas échéants, si vraiment le pays en a besoin, pour qu'ils puissent rejoindre la grande commission de surveillance au niveau de provinces et au niveau du pays. Donc, ce sont toutes ces activités-là que nous sommes en train de faire et surtout, suivre l'information, l'évolution, bien entendu, l'évolution de la maladie avec cette collecte, comme j'ai dit, d'une manière systématique et continue de données, faire des analyses, voir est-ce que la courbe monte ou la courbe stagne ou la courbe régresse afin de bien prodiguer des conseils au gouvernement pour la gestion de cette pandémie. Est-ce que c'est indispensable pour un gouvernement comme le Gabon, par exemple, d'avoir des données fiables pour que sa surveillance épidémiologique soit, ma foi, effective? Est-ce que quel est l'intérêt d'une surveillance épidémiologique pour un pays comme le Gabon? C'est très, 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 très important. Imaginez, par exemple, que les pays ne puissent pas surveiller comme il se doit les contacts ou les cas suspects. Nous aurons, au lieu de contenir la maladie au niveau de Libreville, eh bien, on laisserait, si on ne suit pas très bien les contacts, des contacts voyager à Lambaréné, des contacts voyager à Makoukou, des contacts voyager, c'est pas moi, à Tibanga et tout et tout. Cela pourrait être problématique. Voilà. Et tout d'un coup, vous avez 10 foyers, 20 foyers, 30 foyers où on déclare beaucoup de cas. D'accord. Eh bien, vous comprenez qu'alors, dans ce moment-là, la coordination devient difficile. Oui. Et donc, on n'arrivera pas à maîtriser l'épidémie. Mais maintenant que le gouvernement a mis en place ce système qui fonctionne, donc nous avons plus ou moins, on essaye de contenir
de bien gérer la situation, parce qu'on a l'information, c'est que, ah, voilà, il y a des cas habitants, faites ceci, nous avons des cas à Lambaréné, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la surveillance nous permet d'avoir une vue plutôt globale, Panoramique. voilà, panoramique, et le gouvernement sait orienter les actions là où il faut. Par exemple, également, si nous n'avons pas une bonne information épidémiologique, on peut prendre, par exemple, les tests qui doivent servir, par exemple, pour Libreville, on les envoie, par exemple, là où la maladie n'est pas. Okay. Vous comprenez? Et lorsque la maladie apparaît, là où on en a besoin, il faut encore rappeler des choses comme ça prend du temps. Donc, en ayant l'information, la bonne information, on sait non seulement gérer les cas que l'on a, et même maîtriser la gestion des stocks, les ressources, toutes les ressources que nous avons. Et justement, puisqu'au Gabon, on annonce le pic pour mai, est-ce qu'il y a là, au niveau de l'OMS, des appuis dans le sens de ne pas atteindre ce pic, justement, et de limiter les dégâts? Mais c'est pour cela que nous sommes en train de continuer. Vous avez vu que le gouvernement a mis des sites, les cas contacts qui doivent être surveillés. Et notre souci, on souhaiterait que les nouveaux cas qui apparaissent parmi les contacts, parce que les contacts sont déjà surveillés. Mais bien sûr, si nous passons dans la dernière phase où nous avons une contamination interhumaine, alors en ce moment-là, vous allez voir que ça pourra devenir un peu plus ou moins difficile. Mais le gouvernement fait tout pour que les choses soient gérées d'une manière tout à fait efficace, afin qu'à tout moment, on ait la capacité de pouvoir répondre aux défis que nous impose cette pandémie. D'accord. Avant que de vous poser la dernière question sur le GoData, qui est importante, j'ai envie de savoir, parce que les Gabonais doutent du mode de transmission de la Covid-19. Comment se transmet finalement cette maladie? C'est la sueur, c'est l'éternuement, ce sont les gouttelettes lorsqu'on éternue. Comment se transmet, docteur? S'il vous plaît, dites-nous, en des termes simples. Lorsque vous éternuez, vous faites sortir de postillons. Eh bien, si une autre personne saine les respire, ou bien les postillons sont tombés sur une surface comme celle-là, ils touchent, et par mégarde, il met son doigt au niveau du nez, au niveau de la bouche, au niveau des yeux, eh bien, cette personne-là peut être contaminée. Vous voyez? Et donc, la contamination, comme j'ai dit, cette maladie, elle est nouvelle. Peut-être qu'il y aura certaines choses qui pourront venir par après, et je crois que les autres modes de contamination pourront... Répondez par vrai ou faux. Est-ce que c'est par la transpiration aussi? Non, jusque-là, pas encore. D'accord. Par les yeux, par le regard. On dit... Couvrez-vous les yeux également parce que la Covid se transmet. Est-ce que c'est par un regard? Pas les yeux. On dit qu'on puisse couvrir le nez parce que si vous êtes malade et que vous éternuez, toute la personne en face de vous pourra... Alors, mais si vous avez votre masque, le masque pourra empêcher que votre postillon aille très loin. D'accord. Donc, vous, malade, vous protégez. Est-ce que c'est par le vêtement? Non, ce n'est pas par le vêtement. Non, ce n'est pas par le vêtement. Très bien. Parlez-nous du GoData. C'est important de savoir de quoi on parle, le GoData. Oui, en fait, le GoData, c'est un logiciel de gestion de données des épidémies que l'OMS avait mis en place, qui a servi de la gestion de l'épidémie d'Ebola dans plusieurs pays. Et heureusement que l'un d'experts qui a mis ça dans d'autres pays est ici au Gabon. Et donc, le GoData est actuellement utilisé pour la gestion de la pandémie Covid au Gabon. Et d'ailleurs, je précise, madame, le Gabon est le seul pays actuellement qui utilise GoData pour essayer de gérer ces données-là. Vous avez vu, vous pouvez être un malade Covid, mais vous avez 120 contacts. Vous avez été en contact avec 120 personnes. Essayer de gérer ces personnes-là par papier, ça prend du temps. Alors, lorsqu'on a un logiciel comme GoData, c'est beaucoup plus facile de les gérer parce que le GoData, il les suit également chaque jour, matin, soir. Il voit, vous avez un tableau pour les suivre. Et l'autorité qui est au bureau, on peut installer le GoData et il regarde votre travail, en train de suivre le travail en temps et en temps réel. Pour savoir que d'ici jusqu'à midi, on a vu que 50% de contacts. Comme je dis, le contact doit être vu chaque jour, soit en présentiel ou bien on appelle par téléphone. Et dès qu'on appelle par téléphone, on insère, l'autorité voit que non, le taux de suivi augmente. Normalement, tous les contacts doivent être vus 100% par jour. Donc le Gabon est le seul pays au monde où jusqu'à maintenant, c'est le seul pays, je dirais. Voilà, félicitations donc aux Et autorités. donc, le GoData, il y a même une formation maintenant à Lambaréné pour essayer d'étendre. Ça se faisait ici à Libreville. Sur les 9 mais maintenant, provinces. voilà, c'est à Lambaréné également pour que ces gens-là qu'ils puissent entrer les données directement au niveau de GoData. Et nous, ici, on suit et on capte rapidement les données en temps réel. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous vous permettons un mot de la fin.
Oui, merci beaucoup. Je crois que le mot de la fin, c'est de dire que notre représentant nous a délégué au niveau de la commission de la surveillance, comme mes autres collègues qui sont dans d'autres cellules, pour essayer d'appuyer, non pas seulement en envoyant les normes, mais également en travaillant d'une manière physique auprès de nos collègues du Gabon. Ça, c'est la première chose. Donc, l'appui de l'OMS est là et cet appui est continu. Et la deuxième chose, c'est de dire à la population d'observer toutes les mesures que le gouvernement gabonais a mises en place pour que nous puissions lutter ou gérer tant soit peu cette épidémie et que même si y a une évolution, que ça ne soit pas catastrophique, que nous soyons en mesure de pouvoir répondre efficacement contre cette pandémie. Merci beaucoup. Le nom du monsieur est Dr Richard Mbumba-Ngimbi. Il est expert de l'OMS dans la sous-commission, dans la commission surveillance épidémiologique. Il nous expliquait un peu l'intérêt et l'apport de l'OMS dans la riposte contre la Covid-19 à travers la surveillance épidémiologique. Justement, merci d'être passé sur Gabon 24. Merci. Revenez-nous encore pour davantage nous édifier sur cette question de Covid-19 qui n'a pas fini de livrer toute sa vérité, puisqu'on ne connaît pas d'autres moyens de contamination pour l'instant, si ce n'est l'éternuement et les postillons dans l'air. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Un grand merci au personnel de santé qui ne ménage aucun effort pour que vous puissiez rester en bonne santé, pour soigner les malades également, au péril de leur vie. Donc, s'il vous plaît, si vous toussez et éternuez dans le creux du coude, restez à une distance d'au moins 1 mètre, sinon plus. Lavez-vous régulièrement les mains en cas de symptômes, s'il vous plaît. Appelez le 1410. Si vous n'avez pas d'eau, nous, à Gabon 24, faisons le geste, ce geste qui sauve la vie. Nous nettoyons les mains avec un gel hydroalcoolique. Voilà pour l'essentiel. Instant Santé se referme. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 car l'actualité, elle, se poursuit.